Bonjour à toutes et tous. Et donc, on va commencer cette journée, on va continuer cette journée avec un premier panel intitulé Données scientifiques et dans lequel on va avoir 3 présentations. Donc, on va d'abord entendre Grégory Faux, qui est pharmacien et coordinateur du dispositif Trend Synthèse en Ile-de-France et qui va nous parler des évolutions récentes du chemsex, repérées dans le cadre du dispositif Trend et de la composition des produits vendus pour de la 3-MMC. On va aussi avoir une deuxième présentation d'Armel Andro, qui est sociodémographe rattaché à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qui va nous présenter l'enquête Contexte des sexualités en France et nous proposer quelques indicateurs pour essayer de mesurer la consommation en contexte sexuel. Et une troisième présentation donc à distance en visioconférence avec Lucie Vicky, qui est docteur en sociologie, rattachée à l'INED et à l'EHESS et qui a réalisé sa thèse sur les violences subies par les hommes et qui va nous parler de ça. Et donc, elle va aussi nous faire un focus sur les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, voilà, je vous invite à venir vous mettre sur la scène. Voilà, sur l'estrade. Je sais pas le nom. Je vous laisse la place. Comme vous voulez, vous pouvez vous mettre soit au pupitre, soit assis, comme vous préférez. Voilà. Je vais me mettre debout. Parfait. Il y a une zapette, normalement, voilà, sur le pupitre, si vous voulez vous en servir. Il faut viser l'ordi. Je viserai l'ordi. C'est technique, toujours. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Merci à Mélissa Adou de m'avoir invité à cette journée. Merci à Jean-Luc Romero aussi de son mot d'introduction. Je vais vous présenter des tendances les plus récentes concernant le chemsex en Ile-de-France. Pour ça, je vais me baser sur 2 types de données. Les données du dispositif Trend Synthèse Ile-de-France, je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, et les données de l'association Analyse ton prod Ile-de-France. Donc, tendance récente et nouvelle drogue, c'est ce que veut dire le mot Trend. C'est un dispositif d'observation et de veille qui est créé par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives en 1999 dans un contexte global de transformation des usages de drogue. Les objectifs de ce dispositif, c'est de s'intéresser à des groupes de personnes qui sont particulièrement consommatrices, qui échappent généralement aux enquêtes en population générale, d'assurer une fonction de veille sanitaire et d'information précoce sur les usages et leurs conséquences, et enfin de contribuer à la compréhension et à la connaissance des usages et des usagers de substances. C'est un dispositif qui est complémentaire à d'autres enquêtes du système français d'information sur les drogues, qui est structuré autour de plusieurs coordinations locales, au nombre de 9 en France. Et le site Trend Île-de-France est porté par Sharon Opelia depuis 2009. On a une méthodologie commune d'un site à l'autre qui est basée sur la triangulation de l'information, vu qu'on manie des données qualitatives. Donc on les triangule pour apporter une fiabilité, une solidité aux informations, entre de l'ethnographie de terrain, donc des entretiens avec des personnes concernées par les usages dans 3 espaces, la marginalité urbaine, le festif gay et les espaces associés au chemsex. Ce dernier espace qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui est confié à Tim Madescler qui est dans la salle parmi nous. Donc si vous avez des questions à la fin de la table ronde, on pourra aussi s'appuyer sur son expertise. Des entretiens collectifs avec des acteurs CARUD, des acteurs du champ sanitaire et des acteurs de l'application de la loi qui nous aident chacun avec leur angle d'observation à mieux comprendre les phénomènes. Et enfin, on croise aussi les données avec Synthèse, qui est un dispositif d'analyse de substances à but de veille sanitaire. L'ensemble de nos travaux chaque année font l'objet d'une publication annuelle, donc que ce soit Trend sur les tendances récentes en Ile-de-France chaque année, donc qui est disponible sur le site de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Vous allez pouvoir consulter celui de l'année N-1, donc 2024, dans quelques semaines. Et on contribue évidemment aussi au point Synthèse, qui est un point national publié par l'OFDT.
Donc, on ne va pas revenir sur les définitions du chemsex, parce que je pense qu'ici, on est tous concernés par cette problématique. Mais je préfère repréciser qu'en tout cas, dans Trend Île-de-France, on considère que le chemsex sont des consommations de substances en contexte sexuel chez les hommes qui ont des rapports sexuels entre eux, qui est un phénomène qui a été initialement repéré dans Trend Île-de-France dès 2010, avec l'occurrence du mot slam, qui est l'injection dans ces contextes précis. Donc ça fait quand même de nombreuses années qu'on observe ce phénomène-là. Et on a vu des évolutions constantes ces 15 dernières années en termes de population, d'usage, de dommages, des représentations liées aux substances, des évolutions de marché et des compositions de substances. Mais au-delà de ces évolutions, on observe aussi des lignes de force constantes. Le chemsex concerne des personnes qui sont d'âge et de catégories socio-professionnelles variées, qui sont des polyconsommateurs, principalement associant des stimulants et un dépresseur qui est le GBL. Mais on peut voir aussi d'autres expérimentations et d'autres usages d'autres drogues d'une année sur l'autre. Ce sont des personnes qui cumulent des risques, qui soient d'ordre infectieux, des risques d'overdose, des risques liés aux pratiques d'usage, dont l'injection, des dépendances. Et ces risques peuvent entraîner aussi des dommages qui soient d'ordre médicaux, psychologiques ou sociaux. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur juste les points qui font l'objet du focus dans la publication à venir, pour ne pas reparler des tendances que vous connaissez déjà des années précédentes. Donc je vais pointer l'accent sur deux phénomènes qui sont marquants. Un concernant des éléments ethnographiques en m'appuyant sur les données Trend, sur des éléments qui nous montrent une augmentation de la visibilité de la précarisation des chemsexeurs et une visibilité augmentée des usagers exilés parmi les personnes qui pratiquent le chemsex. Puis l'autre élément marquant, c'est plus d'ordre pharmacologique ou toxicologique. On va faire un focus sur les compositions des produits présentés comme 3-MMC. Donc sur cette première partie qui présente des éléments ethnographiques, on a constaté une précarisation des chemsexeurs ces dernières années. Les chemsexeurs représentent une diversité socio-démographique conséquente en termes de ressources économiques, d'insertion sociale, d'âge, de profession, d'origine ethnoculturelle. Donc le cliché du chemsexeur ultra inséré socialement ne peut plus représenter à lui seul, s'il a pu un jour le représenter, les chemsexeurs. Et ces dernières années, on a vu deux phénomènes récents qui nous interpellent. Des nouvelles personnes qui sont déjà engagées dans des pratiques de chemsex et particulièrement éloignées de tout, pour reprendre les verbatims des personnes qui participent au dispositif Trend, et des situations de dégringolade sociale particulièrement importantes, plus fréquentes et plus rapides qu'auparavant. Donc ça mobilise et ça inquiète les intervenants de terrain de faire ces constats. En parallèle, on voit la visibilité des personnes en situation de migration augmenter. Donc, depuis 10 ans, les intervenants, qui soient du médico-social ou des services hospitaliers, des associations de santé communautaire, observent parmi leurs files actives la présence de personnes exilées qui ont des pratiques de chemsex, d'abord à Paris. Donc on a vu le phénomène initialement à Paris, puis dans le reste de l'Île-de-France. Et l'année dernière, on a vu une augmentation de leur visibilité, que ce soit dans différentes zones d'Afrique ou en provenance du Proche et du Moyen-Orient, pouvant atteindre jusqu'à 30% des files actives, pour citer les données du spot Beaumarchais de Aide. Ces personnes en situation de migration ont des profils variés, donc les tranches d'âge qui vont de 20 à 50 ans environ, des niveaux d'insertion qui sont variables aussi, mais il se dessine au moins un point commun entre eux, qui est un isolement social marqué, parfois lié aux représentations de leur communauté d'origine concernant leur sexualité, qui contribue à leur isolement social. Et on voit par ailleurs chez ces personnes un meilleur repérage des recours aux soins, à la réduction des risques. Donc ils
tendent à identifier mieux les acteurs qui peuvent leur venir en soutien. Cependant, on voit aussi des orientations persistantes suite à des passages par l'hôpital. Donc il y a aussi un maillage qui fonctionne entre l'hôpital suite à un accident aigu, qui soit somatique ou psychiatrique, lié à l'injection ou overdose, et une orientation de ces personnes vers des structures médico-sociales en ville. Concernant les plus jeunes des personnes récemment exilées, on a vu croître des questionnements des intervenants de terrain sur la place des échanges économico-sexuels concernant ces personnes, les rapports de domination qui les traversent, et la question du consentement aussi occupe une place importante. On est aussi préoccupé par rapport à des situations de soumission chimique et de violence sexuelle subies par ces jeunes hommes. Ce n'est pas les seules populations qui subissent ces violences sexuelles parmi les chemsexeurs, mais elles en font partie, en tout cas. Et on va probablement faire un lien avec les autres interventions après sur les traumas, j'imagine. Donc ça, c'était pour la partie sur les éléments ethno. Donc maintenant, je vais vous donner quelques éléments concernant le contenu et leur évolution du contenu réel des substances vendues comme 3-MMC. On se base sur les données de ATP Île-de-France, qui est une association de réduction des risques, donc qui vise à diffuser l'analyse de drogue comme outil de réduction des risques auprès des personnes qui consomment des drogues. C'est une association qui est dotée d'un staff technique et éducatif, qui a pour objectif d'assurer l'accès à l'analyse au plus grand nombre via des outils analytiques qui sont évalués. Donc pour le coup, on évalue ces outils analytiques en lien avec le service de toxicologie du CHU de Garches. On effectue nos entretiens en se basant sur une intervention qui est modélisée par Médecins du Monde, qui, à l'époque du réseau XBT, qui a fermé il y a quelques années, se reposait sur une expertise de plus de 20 ans d'analyse de drogue sur le terrain. La technique qui est utilisée en routine, sur laquelle se basent les données que je vais vous présenter, c'est la chromatographie liquide haute performance couplée à une barrette de diode. On détecte à minima les substances d'intérêt à partir d'un seuil de 1%. Donc on veut descendre au plus bas les seuils de détection pour pouvoir ne pas passer à côté de la moindre molécule qui pourrait avoir une activité pharmacologique importante sur les personnes qui les consomment. Vous savez que les nouvelles substances psychoactives sont parfois très potentes à très faible dose. Donc c'est un challenge analytique de descendre les seuils de détection, la limite à partir de laquelle on va détecter une substance. Donc notre seuil de détection se situe à 1% masse environ pour les molécules les plus potentes. On tente de les qualifier. Du coup, une fois qu'on a détecté la présence d'une substance, on va s'intéresser à déterminer la nature de la substance, voire les quantifier pour donner une information globale et la plus précise possible aux personnes afin qu'elles puissent s'appuyer sur ces données pour réduire les risques. On a un temps de run, donc un temps d'analyse dans la machine qui est de l'ordre de 12 minutes et on peut rendre un résultat en 72 heures quand la personne naît en 5 minutes. C'est bon, on va y arriver. Merci. Donc quand les personnes ne sont pas à côté du labo, elles peuvent nous envoyer leur prélèvement et on va avoir un résultat réactif. Plus on diffuse l'analyse de drogue, plus les personnes concernées s'en saisissent. Il y a 10 ans, on parlait d'une centaine d'analyses par an. L'année dernière, on atteint les 4600 analyses dans l'année, ce qui est considérable, mais c'est aussi marque d'un besoin auquel on répond auprès des personnes. Parmi ces analyses, les catinones occupent une part grandissante. Donc, on avait moins de 5% de catinones en 2019 et on a plus de 20% de catinones en 2024. Et parmi les catinones, la 3-MMC occupe l'énorme majorité des demandes. Plus de 80% des substances présentées comme catinones sont attendues comme 3-MMC. Donc quand on regarde la 3-MMC sur 10 ans, on voit que quand on achète de la 3-MMC, on a potentiellement beaucoup de choses.
Donc en bleu, ce sont des substances de la grande famille des catinones. En rouge, d'autres substances qui n'ont absolument rien à voir. Et en vert, encore des substances potentiellement autres que ces deux catégories que je viens de vous citer. Quand on fait un focus sur les 3 dernières années, on voit qu'en 2022, on n'avait que 40% de chances d'avoir de la 3-MMC. On voit le pointeur, voilà. 40% de chances d'avoir de la 3-MMC quand on achetait de la 3-MMC. En 2023, ce pourcentage chute à 20%. Et en 2024, il chute à 10%. Donc en fait, aujourd'hui, quand on achète de la 3-MMC, ce n'est pas de la 3-MMC. Et c'est assez particulier comme phénomène. Concernant les autres drogues, on n'a pas du tout ce type de chiffre-là. C'est plutôt inversé. Donc c'est plutôt préoccupant dans le sens où quand on n'a pas de la 3-MMC, on peut avoir n'importe quelle autre substance. Et là, vous voyez la méthamphétamine, comme ça, pointée. Donc ça semble un chiffre relativement faible, dans 1,5% des cas. Mais quand ça tombe sur une personne qui ne sait pas ce que c'est que la méthamphétamine, qui ne sait pas comment doser la méthamphétamine et qui n'a pas conscience qu'elle a de la méthamphétamine dans les mains, ça peut donner lieu à des accidents gravissimes, voire mortels. Quand les substances contiennent réellement des catinones, elles en contiennent à des forts taux. Donc là, c'est les contenus quantitatifs. Donc en moyenne, si on regarde la médiane précisément, on a des taux de pureté très élevés. Donc on pourrait se dire, c'est bien parce qu'elles ne sont pas coupées, adultérées. Effectivement, c'est un avantage. Le désavantage, c'est quand on n'est pas au courant de la pureté de ces produits, on ne se rend pas compte qu'une petite variation de quantité dans une consommation peut entraîner des fortes conséquences physiologiques, psychiatriques, biologiques, pouvant entraîner donc des accidents aigus graves. Quand les usagers de 3-MMC se présentent à Analyston Prod Île-de-France suite à un effet indésirable, suite à la consommation d'un produit qu'ils pensaient être de la 3-MMC, parfois c'est de la 3-MMC, donc jusqu'à 20%. Parfois, c'est son dérivé chloré, parfois c'est un isomère qui est la 2-MMC. Puis on voit là, en bien plus forte proportion, d'autres substances qui vous sont peut-être un peu inconnues, mais en tout cas, ce sont d'autres catinones qui ne se dosent absolument pas de la même manière, qui sont beaucoup plus potentes que la 3-MMC. Et donc, probablement que les personnes qui ont fait des effets indésirables n'auraient pas fait ces effets indésirables si elles avaient une connaissance avant consommation de la nature de ces molécules et de comment elle se dose probablement à beaucoup plus faible taux pour éviter ces effets secondaires. En perspective, et j'en aurai fini, on a des données statistiques qui nous montrent que les évolutions des marchés de la 3-MMC semblent suivre les évolutions de la loi concernant les drogues aux Pays-Bas. Donc on regarde avec attention les évolutions du côté des Pays-Bas pour prévoir des évolutions en France. Et on sait qu'au 1er juillet, donc là, dans très peu de temps, il va y avoir une nouvelle évolution de loi. Donc on s'attend à une explosion de la diversité de substances revendues comme 3-MMC, ou en tout cas à des scénarios qu'on ne peut pas prédire. Donc on va probablement rentrer dans une nouvelle période inconnue concernant les substances revendues comme 3-MMC dans peu de temps. Donc il y a une nécessité de renforcer l'orientation vers les dispositifs évalués de drug checking pour réduire les risques auprès des personnes. Et donc je pense que la cartographie que vous avez présentée tout à l'heure contribue à favoriser cette orientation, et d'orienter aussi vers les dispositifs de veille sanitaire dans les cas adaptés pour prévenir, informer, documenter des risques. On s'en parlait aussi en introduction. On n'a pas assez de données sur les méfaits liés aux drogues, que ce soit les décès ou des situations moins graves, qui entraînent quand même parfois des hospitalisations et des conséquences médico-psychosociales importantes chez les personnes. Donc il est vraiment... Voilà, vous le disiez en introduction, quand on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc c'est aussi le cas concernant les accidents aigus. Il y a énormément d'accidents aigus qui ne sont pas visibilisés. Et donc on a besoin de la mobilisation de tous et toutes pour visibiliser ces accidents.
Donc, si vous voulez suivre et contacter ATP Île-de-France, vous pouvez scanner ce QR code et voilà, ça pointe vers notre Instagram. Si vous voulez faire analyser un produit via la veille sanitaire, donc en cas d'effet indésirable rare ou grave ou un produit nouveau ou rare, vous pouvez m'écrire aussi. Et si vous voulez déclarer un effet indésirable, je vous rappelle aussi que le CEIPA est là pour ça. Voilà. Je vous remercie à toutes et tous. On va écouter maintenant Lucie pour la dernière présentation de ce panel. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Tu nous entends, Lucie, ou pas? Ouais, c'est bon, là je t'entends. Ouais, on voit bien. On voit bien? Ok, écoutez, pour commencer, je vous remercie pour l'invitation. Je suis aussi très heureuse de pouvoir présenter ces résultats. Donc moi, je vais vous faire une présentation effectivement sur les violences sexuelles subies par les hommes. Dans un premier temps, je vais revenir sur les données à partir desquelles cette présentation sera faite. Donc moi, je m'appuie principalement sur les données de l'enquête Virage, donc violence et rapports de genre, qui a été menée par l'INED en 2015 et qui interroge plus de 27 000 personnes au cours sur les violences vécues au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. Donc on interroge les violences psychologiques, physiques et sexuelles. On interroge notamment concernant les violences sexuelles le type d'actes subis, leur fréquence, l'âge aux violences et le sexe des auteurs. Et puis, quand les personnes ont déclaré des violences, on leur demande quelle est la gravité perçue. Si le fait est perçu comme grave, on leur demande lequel est le plus marquant et on enregistre à ce sujet les répercussions perçues. Alors, concernant les violences sexuelles, les femmes sont 14,5% ont déclaré au cours de la vie, contre 3,9% des hommes. Donc, juste pour expliquer un petit peu les différences avec la présentation de tout à l'heure, outre des différences méthodologiques, il faut recontextualiser cette enquête qui a eu lieu en 2015, donc avant le mouvement MeToo notamment. En tout cas, quoi qu'il en soit, on observe un rapport entre les hommes et les femmes qui reste similaire au fil du temps. C'est le cas également, notamment pour l'enquête CSF 2023. On a 4 fois plus de femmes qui sont victimes au cours de la vie. Et puis, on interrogeait aussi dans l'enquête les modes de vie, les pratiques anciennes et récentes. C'est ce qui va me permettre de détailler un petit peu l'analyse. Donc moi, j'ai réalisé une recherche doctorale sur les violences sexuelles subies par les hommes à partir de cette enquête Virage. Et puis, il y a des hommes qui avaient déclaré des violences dans l'enquête Virage et qui avaient, à la fin du questionnaire, accepté un entretien complémentaire à l'enquête. Et donc, j'en ai recontacté 50 par téléphone qui donc avaient accepté de répondre. Les entretiens portaient sur les violences lorsque les hommes l'évoquaient ou répondaient positivement à la question, mais ils portaient plus généralement sur l'ensemble de leur parcours de vie, puisque j'interrogeais l'histoire familiale, conjugale, sexuelle, scolaire, professionnelle et de santé. Donc pour vous présenter rapidement ce dont je vais parler, je vais revenir d'abord sur les conditions d'exposition des hommes, ensuite sur violences et pratiques sexuelles, violences et santé, violences et minorités de genre, et puis un petit peu, si j'ai le temps, sur ce qui se passe après les violences. Donc les violences sont vécues par les hommes très jeunes. Un tiers des hommes déclarent des violences avant 9 ans et 82% des hommes déclarent des violences avant la majorité.
Donc les violences faites aux hommes sont en fait, les violences sexuelles faites aux hommes sont en fait surtout des violences sexuelles faites aux garçons. C'est des violences qui ont principalement lieu dans la famille et l'entourage, puisque ça concerne 43% des hommes. Et ça en fait donc le premier espace d'exposition, suivi ensuite de ce que j'appelle les autres espaces de vie, donc excepté milieu professionnel, scolaire et relationnel conjugal. Donc le deuxième espace de vie, c'est donc ces autres espaces de vie plus généralement. Et on observe une évolution au fil du temps. C'est-à-dire qu'entre 0 et 9 ans, 0 et 10 ans, c'est essentiellement dans la famille et l'entourage que ces violences ont lieu, alors qu'ensuite ça se déplace dans d'autres espaces de vie et notamment dans les lieux publics qui incluent les transports, l'espace public, mais aussi les activités de loisirs, associatives, etc. Et puis enfin, on observe une part assez importante d'hommes qui déclarent des violences dans les espaces de sociabilité. Donc c'est des espaces où les hommes se retrouvent entre hommes, entre amis, etc. Quoi qu'il en soit, on observe, quel que soit le lieu des violences, que ces violences sont principalement commises par des hommes et par des hommes connus des victimes. Donc, effectivement, on observe, quel que soit l'espace de vie où les violences ont lieu, que un homme sur deux déclare avoir été agressé par un autre homme. Un tiers des hommes déclarent avoir été agressés par plusieurs hommes. Les entretiens montrent que quand il y a une agression quand il y a plusieurs hommes qui sont déclarés, en fait, il arrive extrêmement rarement que ce soit une seule situation avec plusieurs hommes qui agressent en même temps. En réalité, il s'agit souvent de plusieurs auteurs différents qui agressent seuls à différents moments de la vie. Et ça, c'est d'autant plus le cas dans la famille. Puisque c'est l'espace où les hommes cumulent le plus différents auteurs. On observe aussi que c'est dans l'entourage familial que les hommes déclarent le plus avoir été agressés par une ou plusieurs femmes, mais les données montrent que en fait, il s'agit principalement d'amis. Aucun homme ne déclare avoir été agressé par une femme, une tante, une sœur ou une autre personne de l'entourage familial. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qui est peu déclaré par les hommes. Concernant le type de violence perçue en fonction de la catégorie juridique, un homme sur deux déclare des agressions sexuelles, donc c'est la majorité des cas, et on a quand même un tiers des hommes qui déclarent avoir subi un viol, et cette proportion est particulièrement importante dans la famille et l'entourage, puisque près d'un homme sur deux en fait déclare un viol. Ce que je voulais aussi montrer, c'est donc cette gravité perçue par les hommes, et c'est quelque chose qui va différencier grandement entre les hommes et les femmes. Au cours de la vie, en fait, les hommes sont moins nombreux que les femmes à estimer que les violences sont graves et marquantes. Ça concerne 2 tiers des hommes, et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que en fait 50% des hommes déclarent que les violences sexuelles ont été graves et marquantes dans la famille. C'est le taux le plus bas, mais c'est le taux le plus bas parce qu'en fait, les hommes cumulent ces violences avec d'autres faits de violences dans la famille, donc des violences psychologiques, physiques, et ils sont assez nombreux à déclarer que c'est les autres formes de violence qui ont été les plus graves. Donc c'est quelque chose qu'on voit ici. On observe que un tiers des hommes cumulent des violences physiques et ou sexuelles et ou psychologiques avec les violences sexuelles. Et à nouveau, c'est particulièrement le cas dans la famille et l'entourage. C'est aussi l'espace de vie où il y a le plus un cumul à la fois de violences physiques, de violences psychologiques et de violences sexuelles.
Donc pour revenir sur la question des violences et des pratiques sexuelles, ce qu'on observe, c'est que les hommes qui déclarent des violences sexuelles dans l'enquête Virage ont une entrée dans la sexualité plus polarisée dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à déclarer un âge au premier rapport sexuel qui est plus souvent, qui intervient plus souvent assez tôt dans leur vie, donc avant 15 ans, ou assez tard, à 22 ans ou plus. Concernant le nombre de partenaires au cours de la vie, les hommes qui déclarent des violences sexuelles déclarent un plus grand nombre de partenaires sexuels au cours de la vie que ceux qui ne déclarent pas de violence. Donc concernant ce nombre de partenaires sexuels au cours de la vie, ce qu'on a analysé et compris des violences sexuelles subies par les femmes peut être également les pistes d'explication sur le nombre de partenaires sexuels déclarés par les hommes. En fait, on se rend compte que certains hommes vont avoir des difficultés concernant la sexualité, vont avoir des pratiques dites à risque, dont la prostitution ou des pratiques notamment avec des consommations d'alcool assez fortes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les entretiens, puisque il y a des hommes qui n'arrivent à avoir des rapports sexuels que sous alcool notamment. Voilà, mais ça peut aussi être le signe d'une mise à distance de la sexualité et donc d'un rapport moins hétéronormé au couple et à la sexualité. Et puis au cours des 12 derniers mois, parmi les hommes qui ont eu une activité sexuelle, il y a plus d'hommes qui ont déclaré des violences sexuelles qui acceptent un rapport sans en avoir envie, ce qui est également un indicateur d'exposition à la violence sexuelle et de potentielles difficultés à avoir une sexualité qui n'est pas contrainte. Concernant les violences sexuelles, les pratiques sexuelles, mais aussi les violences et la santé, ce qu'il est important de noter, c'est que ce que je vous dis là, ce sont des tendances et on le voit dans les proportions d'hommes, ça ne concerne pas tous les hommes. Donc si on regarde le fait d'avoir accepté un rapport sexuel sans envie, il y en a 17% qui déclarent des violences et qui le déclarent. Ça veut dire aussi qu'il y a 83% des hommes qui déclarent qu'ils n'ont pas accepté de rapport sexuel sans envie. Et c'est quelque chose qu'on observe également concernant la santé. Alors concernant la santé, les analyses ont montré que le lien entre violence et santé s'observe dans les deux sens, c'est-à-dire que les violences peuvent amener à un état de santé dégradé, notamment quand elles ont lieu dans l'enfance, mais les situations de handicap, de mauvaise santé ou certains aspects physiques peuvent également être à l'origine des violences. Donc, concernant l'état de santé au cours de la vie, les hommes semblent avoir un état de santé en tendance plus détérioré que ceux qui ne déclarent pas de violence. Donc, je vous ai mis quelques indicateurs sur la mauvaise santé, une santé perçue qui est mauvaise, les tentatives de suicide qui sont beaucoup plus importantes et puis la consommation de drogue au cours de la vie. Donc, comme le disait Armelle tout à l'heure, il me semble que CSF est l'une des premières enquêtes, CSF 2023, est une des premières enquêtes qui interroge la consommation de drogue en contexte sexuel. Donc, c'est pas quelque chose qui a été interrogé dans l'enquête Virage, mais c'est également quelque chose qui distingue les hommes et les femmes, puisque les hommes et les femmes ont tendance les hommes par rapport aux femmes ont tendance à plus déclarer une consommation de drogue ou une consommation considérée comme problématique d'alcool, alors que les femmes ont plus tendance à déclarer une consommation médicamenteuse.
Ça ne veut pas dire que les hommes ne déclarent pas de consommation de médicaments, puisque quand on interroge la santé au cours des 12 derniers mois, 27% des hommes sont concernés par une consommation de psychotropes médicamenteux. Et au cours des 2 dernières semaines, on a une part assez importante d'hommes qui déclarent des symptômes dépressifs. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la corrélation entre violence et santé, donc le lien entre violence et santé, semble mettre en évidence une santé plus dégradée au cours de la vie, donc dans l'ensemble du parcours de vie, mais également au cours des 12 derniers mois et des 2 dernières semaines. Donc, voilà. Alors, les analyses montrent qu'il y a un rôle particulièrement protecteur de l'environnement social, donc contre ce qui permet le plus de sous-déclarer, en fait, de moins déclarer des difficultés de santé, c'est généralement le soutien de l'entourage, la diminution du sentiment de honte, le fait de déposer plainte et souvent d'être pris au sérieux lors de ce dépôt de plainte et dans l'ensemble du parcours judiciaire, et puis une prise en charge aussi des difficultés physiques et psychiques. Alors, concernant l'exposition des minorités sexuelles, on observe une surexposition des homobisexuels. C'est une population qui, d'une manière générale, est plus vulnérable et plus exposée à différentes formes de violence. Donc, dans l'enquête Virage, on a 1,5% des hétérosexuels qui déclarent des violences, 7,2% des gays. Et en fait, un des résultats assez importants de cette enquête, c'est également, vu les effectifs importants de personnes qu'on a interrogées, en fait, on a pu distinguer les personnes qui s'identifient comme gays de celles qui s'identifient comme bisexuelles. Et en fait, on observe que les bisexuels déclarent d'autant plus que de violences sexuelles que les hommes gays. Et cette exposition-là, peut-être à la différence des hommes hétérosexuels, c'est une surexposition à des âges jeunes, mais aussi à des âges plus tardifs, c'est-à-dire au cours de la jeunesse, jusqu'à l'âge de 25 ans environ, et notamment des contextes de violences sexuelles dans l'entrée dans la sexualité entre hommes. Les violences sexuelles dans l'enfance, elles sont associées à une augmentation du risque de contamination au VIH/SIDA. Elles sont également associées à des conduites à risque ou à des blocages sexuels. Et on émet l'hypothèse que ces violences sont plus fréquentes que par rapport aux hétérosexuels pour différentes raisons. D'abord, ces violences sont un rappel à l'ordre du genre, puisque l'orientation sexuelle non hétéro est considérée comme un écart aux normes de genre et à la norme hétérosexuelle. Et donc, on observe une surexposition dès l'enfance, ce qu'on pourrait appeler finalement des violences punitives des garçons qui s'écartent des normes de genre et de la norme hétérosexuelle. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans les entretiens. En fait, les hommes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance ont tendance à s'auto-déclarer dans l'enfance comme en écart à ce qu'ils considèrent comme la norme masculine, donc être trop grand, trop petit, trop maigre et trop gros, et ont tendance aussi à déclarer être plus isolés et un sentiment de solitude plus important que ceux qui ne déclarent pas de violence. Donc ça contribue également à leur surexposition. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a aussi une entrée dans la sexualité entre hommes qui se fait souvent
avec des partenaires plus âgés. On a aussi peu de sensibilisation et de politiques publiques spécifiques à cette population homo-bisexuelle. Et puis on a aussi des hommes qui vont donc, au moment de cette entrée dans la sexualité entre hommes, faire face notamment à des cultures de pratiques sexuelles qui vont érotiser la différence d'âge, et ça peut également contribuer à amener les hommes à avoir du mal à refuser certaines pratiques. Quoi qu'il arrive, on sait en tout cas que c'est des taux qui sont sous-estimés. Donc toutes les violences sexuelles sont toujours sous-estimées dans les enquêtes parce que, on l'a vu tout à l'heure, les personnes déclarent plus de tentatives de suicide. On suppose également qu'il y a une partie qui sont décédés suite à cette tentative de suicide, et donc on perd une partie des enquêtés. On sait aussi que les personnes ont tendance à sous-déclarer les violences parce qu'elles n'ont pas envie d'en parler. Et c'est en plus une sous-déclaration chez les homobisexuels qui est liée à une tentative de protection de la communauté LGBT dans son ensemble. Ces violences, elles peuvent aussi avoir un caractère homophobe, et c'est le cas notamment de ce qu'on observe via les applications. Donc c'est guet-apens où des hommes vont se faire passer pour bisexuels et puis vont finalement être violents à l'encontre du partenaire rencontré. Et puis, on suppose aussi qu'il y a un effet déclaratif parmi les minorités sexuelles, c'est-à-dire que c'est des personnes, du fait de leur écart aux normes de genre et à la norme hétérosexuelle, qui vont finalement avoir une pratique plus réflexive par rapport à leur pratique sexuelle et de genre. C'est le cas en particulier pour les hommes bisexuels et qui donc vont souvent avoir une plus grande sensibilité aux violences. Il y a aussi un effet de caractéristiques sociodémographiques, puisque c'est le cas notamment des hommes qui s'identifient comme gays. Ils ont tendance à être plus diplômés, à appartenir à des catégories socio-professionnelles plus élevées que les hétérosexuels dans leur ensemble. Et ça va contribuer à les amener à une perspective plus critique de certains éléments, et en particulier des violences. Lucie, alors, ouais, est-ce que tu te restes juste une minute pour conclure, pour qu'on ait un peu un petit temps d'échange? Ouais. On a pris du retard. Si ça te ouais, va. pas de problème. Voilà. Ouais. Je reviendrai sûrement sur cette question de l'énonciation dans la discussion, si on le peut. En tout cas, on observe que les violences faites aux hommes dans l'enfance est un phénomène dont on entend de plus en plus parler. Elles sont révélatrices des rapports de domination liés au genre et liés à l'âge, et notamment la domination adulte dont l'ensemble des enfants font l'objet, puisque c'est des rapports de domination qu'on observe d'autant plus pour les filles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une enquête qui a eu lieu avant le mouvement MeToo, et donc qui observe des taux de violence dont, si elle était reproduite aujourd'hui, on suppose qu'il serait plus élevé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Lucie, merci beaucoup à nos 3 intervenantes, c'était vraiment très intéressant. Et tout de suite, j'ouvre la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oula. Merci. Bonjour, merci. Ouais, bonjour à vous 3. C'était super intéressant. Je vais essayer de faire très très vite. Greg, j'ai juste une question. Est-ce que les données que tu as sur la 3MMC, est-ce qu'elles pourraient s'adapter ou en tout cas être comparées sur toute la France ou être équivalentes sur le reste de la France? Ça, c'est la première, vraiment une question spécifique, parce qu'on sait que d'une région à l'autre, les produits peuvent varier. Et donc, j'aimerais savoir si la tendance peut se confirmer sur l'ensemble du territoire. Armel, je passe à toi. Non, je plaisante. Comme tu as dit qu'on pouvait collaborer, ou en tout cas apporter des réflexions, parce que c'était pas achevé. Il y a juste une ou deux petites choses que... Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'utiliser la terminologie produit de synthèse, drogue ou produit de synthèse,
plutôt que produit psychoactif ou plutôt que produit licite ou illicite. Comment vous avez expliqué aux gens? Parce que pour moi, produit de synthèse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais les drogues de synthèse, tu vois, donc ça c'est une vraie question. J'en avais plein d'autres, mais on en parlera une autre fois parce que ça ne va pas intéresser toute la salle. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant cette étude et j'ai vraiment hâte d'avoir les autres résultats et plus d'informations. Et enfin, une question pour Lucie. Dans les facteurs de vulnérabilité, qui sont hyper intéressants, hein, tels que, effectivement, personnes dépressives, grossophobie, enfin, tous les facteurs de vulnérabilité qu'on peut connaître et avoir habituellement, et sur lesquels on peut travailler, nous, et surtout en lien avec les psychotraumas. Est-ce que dedans, est-ce qu'à un moment, il a été relevé, alors bien évidemment, je déteste le mot, donc on va le mettre entre guillemets, hein. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai entendu hier ou avant-hier une interview d'un ancien surveillant de Betaram qui disait que les enfants qui ont été exposés ou qui étaient exposés véritablement aux violences sexuelles, quelque part, il laissait sous-entendre, cette espèce de vieux porc absolument abject, il laissait sous-entendre qu'ils étaient repérables parce qu'ils étaient efféminés. C'est-à-dire que selon la norme hétérosexuelle et selon des critères absolument incompréhensifs, ils apparaissaient comme pour les prédateurs comme étant efféminés. Voilà, donc tu n'as pas utilisé en tout cas quelque chose qui pourrait être apparenté à de la folophobie ou apparenté à quelque chose d'un aspect efféminé. Je voudrais savoir si toi on le retrouve dans tes études ou dans tes chiffres. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on prenne plusieurs questions et vous répondez après, ou est-ce que vous voulez répondre tout de suite? Comment? Ça fait 3 questions. Ouais, ça fait pas mal. Ouais. Allez-y. On va laisser... Alors, Lucie, si tu veux commencer par répondre puisque tu es en visio, et après, on passera ici. Oui. Merci pour cette question. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc sur cette idée selon laquelle les hommes, dès l'enfance, vont s'autodécrire comme en écart aux normes de genre et de sexualité, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les discours des hommes hétérosexuels. Donc, c'est pas un constat. Moi, je suis également d'accord. Je pense pas qu'il y a en fait une dimension repérable parce que les hommes sont plus efféminés. Et ça participe. J'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais en fait, ça c'est le résultat de représentation sociale sur les violences sexuelles subies par les hommes et en particulier par les hommes gays. Ça contribue en fait à la culture du viol, je pense. Mais cette idée finalement selon laquelle les hommes gays seraient victimes soit parce qu'ils l'auraient cherché, soit parce que voilà, justement ils étaient efféminés, etc. Et donc ils ont été victimes parce que ils sont en écart, ils sont efféminés, ou alors ils sont devenus gays à cause des violences sexuelles. Or, moi, c'est pas du tout quelque chose que je retrouve. Hein. Les facteurs de vulnérabilité, en fait, ils concernent l'ensemble de la population d'hommes victimes, quoi. Merci beaucoup, Lucie, pour ta réponse. Je ne sais pas qui de Grégory ou Armel veut. Armel. Oui. Alors. Ça a été la formulation, ça c'est la question qui est donc posée au téléphone, aux 30 000 personnes qu'on a interrogées au téléphone. Et il n'y en a que 20 000 que j'ai dans l'étude là, parce qu'il n'y a pas les départements d'outre-mer, mais cette formulation, enfin la formulation initiale, je pense qu'il y avait effectivement... Enfin, la formulation initiale, on est allé la chercher dans les enquêtes de l'OFDT. Et ensuite, après avoir fait l'enquête pilote, les enquêteurs ils nous ont dit ça passe pas, les gens ils comprennent pas. Et donc on l'a changé. Donc cette formulation-là, c'est la formulation et au final, c'était ça, de dire les produits de synthèse qui rendaient les choses plus... Parce que sinon, il y avait un blocage sur la plupart des gens qui disaient « Ah non, mais moi, je ne suis pas drogué. Hein. » Voilà. Mais d'accord, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que... Voilà. Et donc, la manière la moins jugeante, c'était le mot produit de synthèse ou
sans doute des gens acceptaient de dire oui, alors que si on l'avait formulé de manière plus explicite, en disant non, je suis pas comme ça, moi. Mais c'est toujours pareil quand on formule, quand on doit poser la question à des gens pour qui, mais c'est à des années-lumière, ils n'ont jamais imaginé qu'on leur poserait une question comme ça. C'est pas forcément ce qui, pour des personnes qui connaissent le sujet, dire mais elle ressemble à rien votre question. Bah oui, mais c'est comme ça que les gens comprennent de quoi on avait envie qu'ils parlent. Voilà. Donc, mais peut-être qu'il faut la faire évoluer. Enfin, bon, à discuter. Ouais. Et concernant ta question sur est-ce que c'est extrapolable au reste du territoire, alors c'est compliqué de répondre parce que pour ça il faudrait pouvoir avoir les mêmes outils d'observation partout en France. Ce qu'on sait aujourd'hui avec les données synthèse et avec les données du réseau Analyston Prod qui dépasse l'Île-de-France, hein, c'est un réseau français. Le point commun qu'on peut voir, c'est que la non-adéquation, quand on achète la 3, il n'y a plus de 3, ça c'est quelque chose qui est constaté dans plusieurs régions en France. En revanche, on voit qu'il y a comme une décentralisation il n'y a pas une logique de territoire sur toute la France en fait, concernant les trafics. Et le fait de pouvoir maintenant acheter des produits sur le darknet notamment et s'improviser ou s'organiser comme revendeur fait qu'il pourrait y avoir des spécificités région par région. Ce qu'on a vu spotter à l'automne dernier sur la méthamphétamine par exemple, on ne l'a pas vu dans d'autres endroits. Donc c'est ça aussi la difficulté et le danger, c'est qu'il y a des tendances et que ça ne suffit pas pour prévoir ce qui va être dans la main de quelqu'un qui achète, évidemment. Mais effectivement, il y a quand même cette tendance à la 3 n'est plus de la 3 aujourd'hui. Demain, on verra. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je peux... Oui. Est-ce que je peux en poser une à chacune ? Est-ce que ça va si je fais comme Fred ? Alors, donc, du coup, moi, j'avais préparé des petites questions. Donc, je vais vous poser 3 questions. Peut-être pour toi, du coup, Lucie, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus, et notamment au regard de ton enquête qualitative, nous parler un peu des inégalités d'accès à la parole, au niveau notamment des personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Pour toi, Armelle, une grande question, une question qu'on se pose beaucoup en recherche, mais je pense que ça peut faire écho et ça peut intéresser tout le monde ici dans la salle. C'est un petit peu justement comment enquêter sur les sexualités et du coup comment trouver un équilibre justement entre décrire des pratiques sexuelles, les documenter, etc. Et en même temps en respectant les personnes, en n'étant pas trop intrusif et en respectant leur intimité. Donc voilà, comment trouver ce juste équilibre, qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour toi, Grégory, ma dernière question. C'est un peu, tu l'as beaucoup dit, la 3 n'est plus de la 3, pour te reprendre. Et en même temps, cette appellation, elle reste. Les personnes qui consomment, elles disent beaucoup qu'elles prennent de la 3. Et du coup, on en a déjà un peu parlé, mais je voulais savoir si tu avais un peu des hypothèses pour expliquer le succès de cette appellation. Voilà, et le fait qu'on dise consommer de la 3. Voilà mes questions. Est-ce que Lucie, tu veux bien commencer par répondre, si tu es d'accord ? Oui, pas de souci. Donc moi, dans mon travail de thèse, je me suis intéressée à ce que j'appelle les parcours de violence. C'est-à-dire que je me suis intéressée aux conditions dans lesquelles les hommes sont victimes, mais également au silence qui suit ces violences, et puis au moment où les hommes vont réinterpréter leur expérience, parce que quand ils sont enfants, souvent, ils n'identifient pas la violence sexuelle comme telle. Et puis, parmi ceux qui vont qualifier ces violences, les hommes qui, effectivement, vont en parler. Donc déjà à noter que parmi les hommes que j'ai interrogés, les rares qui ont évoqué les violences dans l'enfance n'ont jamais été crus et protégés. Et puis une fois que ces violences elles sont qualifiées, donc à l'âge adulte,
Ce que j'observe en tendance, c'est que les hommes sont plus que les femmes pris au sérieux et soutenus. Les femmes, elles, sont beaucoup plus souvent discréditées et responsabilisées des violences vécues, voire exclues de la famille quand l'auteur en fait partie ou gravite autour d'elle. Par contre, quand je m'intéresse aux sous-groupes des hommes victimes, enfin des hommes qui énoncent les violences, ce que je me suis aperçue, c'est que les hommes gays en particulier, moins les hommes bisexuels, parce que la bisexualité chez les hommes, elle est moins visible et montrée. En fait, ceux qui s'identifient comme gays vont, un peu comme les femmes, avoir tendance à être discrédités. Et donc ce discrédit, il est notamment lié aux représentations sociales dont je parlais tout à l'heure, donc selon laquelle les hommes gays n'ont pas vraiment été victimes, puisqu'il y a un lien qui est fait entre pratiques sexuelles et violence, donc en invisibilisant la violence vécue, ou alors parce que les hommes seraient devenus gays, ils ont été victimes, donc il y a une reconnaissance de cette violence, mais un discrédit également. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Ça risque d'être long parce que c'est pas une mince question que tu poses, Marion. Mais bon, je ne répondrai pas à tout, mais juste comment parler scientifiquement de sexualité. C'est une première dimension de la question. Et puis, effectivement, jusqu'à quels sont les mots qu'on peut poser sur la pratique du sexe quand on n'est pas dans une relation érotique ou de séduction. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez compliqué de trouver la bonne distance pour que... c'est un travail, par exemple, là, dans la grande enquête qu'on a faite, c'est un travail qu'on a dû faire avec les enquêteurs et les enquêtrices qui, au départ, quand ils ont lu le questionnaire pour la première fois, ils ont dit non mais jamais de la vie je pose une question comme ça à quelqu'un. C'est beaucoup trop. Enfin, j'ai jamais prononcé ces mots-là, etc. Donc de travailler à dire comment on instaure, on crée les conditions dans lesquelles une personne va trouver tout à fait normal de vous raconter sa vie sexuelle sans être dans un truc où on est en train de s'exciter mutuellement, parce que c'est pas du tout l'objectif là. Donc c'est effectivement un savoir-faire technique et je rebondis sur la question du respect de l'intimité aussi. Du coup, c'est de trouver à chaque fois d'introduire toute question par une justification de la question. En fait, je vous pose cette question parce qu'on a besoin de savoir ça pour telle et telle raison, qui place tout de suite la question dans un champ de production de connaissances. Et donc, après, les gens répondent très facilement. Et il y a des choses qui peuvent être extrêmement intimes sur des pratiques où, à la fin du questionnaire, ils disent « Ah, c'est pas vrai que je vous ai raconté tout ça. C'est pas une blague, vous êtes vraiment des chercheurs. Oui, vous inquiétez pas. » Mais c'est vrai que c'est